Bonjour à tous. Bonjour à tous. Maintenant, vous avez droit à la fierté du physicien. La fierté, oui, je suis fier d'une trajectoire qui m'a conduit d'un village de Gascogne à ce Nobel dont l'annonce a été faite il y a exactement 1 an et 1 jour. Mais surtout fier de la raison pour laquelle j'ai reçu ce Nobel. J'ai pu trancher par une expérience le débat historique entre les 2 géants de la physique du XXe siècle, Albert Einstein et Niels Bohr. Einstein est incontestablement le pionnier de la physique quantique. En 1905, simple employé du bureau des brevets de Berne, il publie un article où il fait l'hypothèse que la lumière est formée de grains, les photons, et il en tire une prédiction sur l'effet photoélectrique, l'arrachement des électrons à un métal par la lumière. Personne ne prend au sérieux cette prédiction et le grand expérimentateur américain Robert Millikan va entreprendre en 1914 une série d'expériences afin de démontrer, c'est lui qui l'écrit, il veut démontrer la fausseté de la loi d'Einstein de l'effet photoélectrique. Mais le résultat des mesures est en accord avec la théorie d'Einstein et c'est pour sa théorie de l'effet photoélectrique basée sur la quantification de la lumière qu'Einstein reçoit le prix Nobel de 1921. Jusqu'en 1924, en parallèle avec le développement de la théorie de la relativité, Einstein multiplie les contributions majeures à la physique quantique. Mais à partir de 1925, alors que Heisenberg, Schrödinger et Dirac ont mis au point un formalisme mathématique cohérent des phénomènes quantiques, Einstein s'oppose à l'interprétation probabiliste de ce formalisme, opposition résumée par la fameuse formule « Dieu ne joue pas aux dés ». Débute alors, entre lui et Niels Bohr, un débat qui durera jusqu'à la fin de leur vie. Même si son nom est un peu moins connu du grand public, Niels Bohr est tout aussi important qu'Einstein pour les physiciens, car il est la figure tutélaire du développement de la mécanique quantique, la théorie physique la plus fructueuse jamais développée. En 1913, il a découvert un modèle d'atome qui est en accord avec les données spectroscopiques sur la lumière émise par les atomes. Ce modèle, en rupture avec la physique classique, n'est d'abord justifié que par le fait qu'il conduit à des prédictions en parfait accord avec les données expérimentales. Mais il va se trouver parfaitement validé par le formalisme quantique apparu en 1925 et Bohr va attirer autour de lui, à Copenhague, avec le financement de la bière Carlsberg, une pléiade de jeunes physiciens qui appliquent la théorie quantique à un nombre toujours plus grand de phénomènes. Prenant très au sérieux son rôle de mentor, Bohr se sent investi de la mission de répondre aux critiques d'Einstein. Il va s'ensuivre des débats homériques entre les 2 géants. Au congrès Solvay de 1927, Bohr répond de façon convaincante aux attaques d'Einstein, qui portent sur la possibilité de mesurer simultanément, de façon aussi précise que possible, la vitesse et la position d'une particule, possibilité interdite par le formalisme quantique. Pas découragé par cet échec, Einstein produit en 1935 une nouvelle attaque, basée sur une situation dont il a découvert la possibilité dans le formalisme quantique. Il s'agit de 2 particules qui ont interagi dans le passé, mais qui sont maintenant éloignées et sont dans un état quantique que l'on appelle un état intriqué, où elles semblent conserver une sorte de lien instantané. Une telle connexion instantanée est inacceptable pour Einstein, le père de la relativité, et il conclut que la théorie quantique est incomplète, qu'il doit exister une structure sous-jacente permettant de se passer de l'interprétation probabiliste. La réponse de Bohr n'est plus, comme en 1927, un raisonnement rigoureux que tout physicien accepte. C'est plutôt une argumentation philosophique sur les limites de ce que les mesures permettent de conclure sur le monde, sur ce qu'Einstein appelle la réalité physique. À mon avis, on est convaincu que si on accepte la position philosophique de Bohr. Le débat va pourtant être ignoré de la majorité des physiciens qui croient que le problème a été définitivement résolu en 1927 et qui ne réalisent pas qu'il a changé de nature en 1935 avec l'entrée en scène de l'intrication. De plus, le débat ne portant que sur l'interprétation d'un formalisme accepté par tous les physiciens, y compris Einstein, il n'a aucune application concrète.
La situation évolue de façon radicale en 1964, lorsque John Bell découvre que si on adopte le point de vue d'Einstein, on prédit un conflit avec les résultats du calcul quantique, dans certaines situations très rares, précisément du type de celles découvertes par Einstein en 1935 avec des particules intriquées. Bien peu de physiciens réalisent la portée de cette découverte de John Bell jusqu'à ce que des expériences basées sur le théorème de Bell fournissent leurs résultats. Ce sera d'abord celle de John Clauser à Berkeley en 1972, puis celle de mon groupe à l'Institut d'optique en 1981-82. Il m'aura fallu 7 ans entre l'idée initiale publiée en 1975 et le résultat conduisant à rejeter la vision du monde dite réaliste locale défendue par Einstein. Comment ne pas être fier quand on est un physicien d'avoir pu trancher un tel débat? Un deuxième sujet de fierté m'est apparu quelques années après la publication des résultats de nos expériences, lorsque des chercheurs imaginatifs ont découvert la possibilité d'utiliser les propriétés extraordinaires des photons intriqués pour des applications totalement inédites, de la cryptographie quantique à l'ordinateur et à la métrologie quantique. Comment pourrais-je ne pas être fier devant la floraison de start-up quantiques basées sur des conséquences de mes travaux, start-up souvent créées par mes anciens étudiants? Fier ancien, enfin, je le suis d'avoir pu profiter de la tribune que m'a offerte le Nobel pour rendre hommage aux institutrices et instituteurs de l'école primaire d'Astafor qui m'ont donné le goût des sciences, et à mon professeur de physique du lycée d'Agen qui a fait de moi le physicien que je suis devenu. À travers eux, ce sont tous ces enseignants formidables qui œuvrent jour après jour dans des conditions souvent difficiles que je suis fier de pouvoir honorer. Écoutez la musique.